Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial de la Minute internationale de Révolution permanente. Moi je suis Yuri et je suis avec Philippe de la section internationale qui va nous parler aujourd'hui de la situation au Myanmar depuis le coup d'État le 1er février dernier qui a renversé du coup le gouvernement de Aung San Suu Kyi et déclenché une réponse notamment de la classe ouvrière. Donc, Philippe, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les circonstances du coup d'État au Myanmar et nous expliquer un peu pourquoi, comment a-t-il eu lieu et quels sont les enjeux pour notamment les puissances étrangères? Oui, bonjour. Oui, effectivement, le 1er février dernier, les militaires du Myanmar ont pris le pouvoir, ont renversé le gouvernement de Suu Kyi, de Aung San Suu Kyi, et qui avait été élu largement aux élections de novembre dernier, de 2020. Et les arguments des militaires, c'était pour dire qu'il y avait eu des irrégularités, des fraudes, etc. Donc, pour ce fait, ils ont renversé le gouvernement, ou en tout cas ont empêché que le nouveau gouvernement prenne le pouvoir et ont annoncé la loi martiale, loi martiale, pardon, et qu'ils allaient rester au moins un an au pouvoir jusqu'à l'organisation des nouvelles élections. Et évidemment, ça c'est ça c'est ce qu'ils disent officiellement, mais il y a beaucoup d'hypothèses. Pour l'instant, c'est pas très clair les raisons de fond de pourquoi les militaires ont décidé de renverser le nouveau gouvernement, pourquoi ils ont décidé de mettre en pause, comme certains disent, la démocratie au Myanmar. Mais une des hypothèses, c'est que le général qui a pris le pouvoir, il allait être, dans 6 mois, il va être à la retraite, et quand vous voulez compter, continuer sa carrière en politique, donc il y aurait une hypothèse d'une ambition personnelle. Mais aussi, il y a quelque chose de plus structurel. Il faut savoir que depuis 1912, pardon, 62, les militaires dirigent le pays essentiellement au Myanmar et que depuis 2011, les élections de 2010 et le gouvernement quasi semi-civil qui a été mis en place suite aux élections de 2010, et les militaires continuaient à avoir un pouvoir important dans le régime, même s'ils avaient ouvert le régime à un pouvoir plus important des civils. Donc, mais en même temps, la victoire d'abord en 2015 de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti de Aung San Suu Kyi, et ensuite la victoire écrasante de novembre dernier, ont fait craindre aux militaires de perdre des parcelles importantes de pouvoir. Il faut savoir que les militaires contrôlent 25% de l'équivalent du Parlement au Myanmar, non, jusqu'à présent. Et il y avait une possibilité d'une réforme constitutionnelle qui fasse perdre beaucoup de pouvoir politique pour les militaires, et ce qui pourrait ensuite avoir des conséquences même sur le pouvoir économique des militaires. Il faut savoir que les militaires utilisent l'appareil d'État pour s'accaparer soit des terres, d'obtenir des concessions pour l'exploitation de telle ou telle ressource, pour ouvrir des entreprises, etc. Ça, c'est d'un point de vue voilà, des hypothèses qu'il y a pour l'instant. Comme je disais, ce n'est pas encore très clair la raison exacte du coup d'État, mais voilà, ça c'est d'un point de vue pour les militaires. Mais ensuite, comme tu disais, il y a aussi des conséquences, il y a des implications internationales qui touchent principalement la Chine et les États-Unis. Le petit Myanmar, ce petit pays de 50 millions d'habitants du sud-est asiatique, a, est devenu un enjeu important dans la dispute, la concurrence internationale qu'il y a entre la Chine
et les États-Unis. Mais pas seulement la Chine et les États-Unis, parce qu'autour de ça, il y a aussi des intérêts du Japon, des intérêts de l'Inde, qui est tout juste à côté du Myanmar. Donc, il y a beaucoup d'applications internationales. Dans quel sens? D'un point de vue de la stratégie chinoise au global, le Myanmar représente un atout important parce qu'il est à la frontière de la Chine et en même temps, le Myanmar a une sortie directe vers l'océan Indien. La Chine compte construire un corridor commercial pour avoir une sortie directe à travers le Myanmar vers l'océan Indien, ce qui pourrait lui donner un accès plus rapide et plus simple au marché international et où pouvoir importer en même temps des matières premières comme le pétrole et d'autres matières premières, mais en même temps exporter les produits fabriqués en Chine en esquivant une partie des eaux territoriales qui sont à l'est, sur la côte est de la Chine, qui sont embûchées des puissances et des pays hostiles, comme c'est le Japon, ou des eaux contrôlées carrément par les États-Unis, non, comme le détroit de Malacca, etc., où aujourd'hui les bateaux en provenance de la Chine et en direction vers la Chine sont obligés de passer en grande partie. Et voilà. Donc, le Myanmar, pour la Chine, est un pays fondamental dans ce projet-là d'exportation. Et pour les États-Unis, en même temps, le Myanmar, c'est un pays important pour bloquer cet accès de la Chine à l'océan Indien. Et en même temps, l'Inde, qui aujourd'hui se trouve dans une situation de concurrence avec la Chine pour devenir en quelque sorte une usine mondiale alternative face à la Chine, voilà, sont très ont un intérêt important à contrôler, ou en tout cas avoir un gouvernement amical au Myanmar. C'est pour ça, et je finis avec ça, sur cette question, c'est pour ça qu'ils essayent de faire pression sur les militaires, non, avec tout le discours démocratique, etc. Mais en même temps, ils ne voudraient pas faire trop de pression sur les militaires et qu'ils soient obligés ou poussés à rompre avec les Occidentaux, les puissances occidentales comme les États-Unis et ses alliés, et qu'ils soient complètement dans les bras de la Chine, même si les militaires myanmarais ne veulent pas être complètement dépendants de la Chine. Comme aucun des pays de l'Asie du Sud-Est ne veut être complètement dépendant de la Chine. Donc, c'est une situation compliquée pour les puissances internationales, notamment occidentales, qui sont habitués à parler beaucoup de démocratie, en termes de défense de démocratie, etc. Mais là, on se trouve dans une situation où les intérêts géopolitiques de ces puissances-là rentrent en contradiction avec leur discours très hypocrite, évidemment, sur la démocratie, etc. Si les militaires pouvaient assurer une transition plus ou moins rapide et une politique plutôt favorable et amicale vis-à-vis des puissances occidentales, évidemment, évidemment, je ne sais rien en réalité, mais on peut faire l'hypothèse que les puissances occidentales pourraient s'arranger. Non, on sait très bien que ces puissances-là, dans l'histoire, ont appuyé des coups d'État, ont appuyé des gouvernements militaires, et même on le voit avec la France, où un allié a été renversé au Mali par un coup d'État, et qu'aujourd'hui, la France s'est bien arrangée pour dialoguer avec le nouveau gouvernement issu de ce coup d'État en août dernier. Voilà. Merci. Bah, du coup, comme tu le disais, même si les raisons ne sont pas encore les raisons officielles, enfin, les raisons du coup d'État ne sont pas encore claires, mais qu'on peut émettre
plusieurs hypothèses. Dans tous les cas, après ce coup d'État-là, il y a eu une réponse notamment de la classe ouvrière, une résistance qui s'est organisée. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation? Oui, quand le parti d'Ansouki a vu qu'un coup d'État était en train de se préparer, ils ont rapidement enregistré une vidéo avant le coup d'État pour appelant les gens à ne pas respecter le nouveau gouvernement militaire et à résister dans la rue. Et effectivement, il y a eu quelques jours plus tard, pas immédiatement, mais quelques jours plus tard, il y a eu une réponse populaire face aux militaires et notamment de la part des travailleurs des secteurs populaires de la société, les paysans, mais surtout les travailleurs. Les travailleurs des industries privées, du secteur privé, notamment de l'industrie de l'habillement, de la production des chaussures et du textile, qui est une branche industrielle très importante pour le Myanmar, qui représente 30% des exportations et qui travaille avec les principales marques occidentales, Nike, CA, H&M, etc., etc. Toute une liste de marques des multinationales du secteur de l'habillement occidental. Donc, ces travailleurs ont été en première ligne, sont en train de jouer un rôle très important, mais pas seulement du secteur privé, aussi dans le secteur public, notamment les médecins, les enseignants, mais aussi plein de fonctionnaires dans les ministères, dans les administrations locales, etc. Évidemment, cette réponse où la classe ouvrière, les travailleurs, les salariés jouent un rôle très important. Aussi, il y a des étudiants qui ont joué et qui jouent un rôle important, même dans les luttes passées. Et bon, et après, il y a d'autres secteurs de la société, non, des classes moyennes, des cadres, et comme le parti de Aung Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, c'est un parti bourgeois avec un programme clairement libéral et capitaliste néolibéral. Et, et il y a des secteurs capitalistes qui soutiennent évidemment, qui sont contre le coup d'État aujourd'hui. Mais je pense que là où on peut s'intéresser plus particulièrement par rapport à la force sociale qu'elle représente, c'est à l'activité de la classe ouvrière. Parce que la classe ouvrière au Myanmar, elle a joué un rôle très important depuis l'ouverture démocratique du régime. Les ouvriers et ouvrières, notamment, parce que je disais, dans l'industrie de l'habillement, du textile, etc., qui est très importante dans nos pays, et la plupart des travailleurs, c'est des travailleuses. 90%, c'est des femmes, des très jeunes femmes, qui ont autour de 18 ans et 20 ans. Donc, on parle d'une classe ouvrière très féminisée et jeune, qui comme je disais, qui joue un rôle important aujourd'hui, mais que depuis l'ouverture démocratique a mené beaucoup de luttes importantes, des mouvements plus forts, mais aussi beaucoup de luttes locales. Aussi, elle a profité des lois, de quelques libertés apportées, libertés démocratiques, légales, plus ou moins apportées, même si ils sont restés relativement limités, mais ils ont permis aux travailleurs et travailleuses de s'organiser en syndicats, de créer des syndicats locaux, de créer des confédérations, des fédérations syndicales et de mener beaucoup de luttes, notamment pour que les employeurs respectent au moins le fait de payer le salaire minimum, qui n'impose pas des heures supplémentaires aux travailleurs et travailleuses, même si beaucoup doivent faire des heures supplémentaires, parce que le salaire, il faut savoir qu'il est, le salaire journalier, il est de 3 dollars par jour. On parle des salaires d'autour de 60 dollars par mois. C'est même un des salaires les plus bas
dans une région où déjà les salaires sont très bas. Au Vietnam et au Cambodge, et les salaires, notamment dans le secteur du textile, c'est autour de 90 et 150 dollars par mois. Mais là, au Myanmar, on parle de 65 dollars par mois. Donc, c'est des salaires très bas. Et mais n'empêche, les travailleurs et travailleuses sont organisés pour faire respecter leurs droits, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc, disons que le rôle qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui, les travailleurs et les travailleuses, les salariés dans différents secteurs, ce n'est pas un hasard. C'est un mouvement disons qu'ils se sont entraînés avant, et le mouvement qu'on est en train de voir aujourd'hui, même s'il est appelé un mouvement de désobéissance civile, il prend des formes d'une grève générale, où ce sont les gens, ils disent, ceux qui sont dans le mouvement disent aux autres travailleurs dans les administrations, dans les services, dans l'industrie, etc., arrêtez d'aller travailler. Vous n'allez pas travailler pour les militaires. C'est ça, la thématique, et on voit qu'il y a des éléments de lutte, d'un mouvement de grève générale, même si ce n'est pas complètement ça, et surtout parce qu'à la direction, même si la classe ouvrière joue un rôle très important et central et déterminant même pour faire reculer les militaires, la direction continue à être entre les mains de la Ligue nationale pour la démocratie de Aung San Suu Kyi, et donc une direction complètement bourgeoise et capitaliste, qui a permis toutes ces dernières années, quand elle a été au pouvoir, que les employeurs surexploitent même les salariés, qui les humilient, qui les harcèlent, qui les imposent des heures supplémentaires, qu'ils envoient, qu'ils utilisent la répression policière pour casser les grèves, qu'ils utilisent aussi la répression judiciaire pour casser les grèves, pour licencier les dirigeants syndicaux, etc. Donc, c'est ça la grande contradiction dans laquelle on se trouve, qu'il y a une force énorme, sociale énorme, mais voilà, avec une direction qui appartient à une classe ennemie des travailleurs, comme sont les capitalistes. Et du coup, en parlant du coup du gouvernement, de ce qu'a fait, tu racontais ce qu'a mené comme offensive sur les travailleurs, même le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, qui pourtant avait été présenté depuis son institution par les médias occidentaux comme la garante de la démocratie en Birmanie face à la dictature militaire. Mais du coup, voilà, est-ce que c'est cette revendication-là qu'ont les travailleurs aujourd'hui, de la restauration de Aung San Suu Kyi et de son parti? Est-ce que le mouvement va plus loin que ces revendications-là, et si oui, lesquelles? Oui, pour l'instant, comme je disais, la LND semble contrôler le mouvement et diriger le mouvement, non? Mais comme nous, on a publié une interview très intéressante d'un anthropologue spécialiste de la classe ouvrière au Myanmar et en Thaïlande, où il expliquait ça, qu'en réalité, ok, les ouvriers et la classe ouvrière se battent contre le coup d'État, et ils veulent la libération de Aung San Suu Kyi, et ils veulent que les militaires partent, mais qu'au fond, ils se battent aussi parce qu'ils savent qu'avec le coup d'État, les patrons vont avoir encore plus de liberté et encore plus de pouvoir pour les exploiter que sous le gouvernement de Suu Kyi. Pourquoi? Parce qu'au moins, avec les quelques garanties que la démocratie formelle et le gouvernement quasi civil au Myanmar
au moins leur permettait de s'organiser, d'être organisés en syndicat. Ce qui, avec les militaires, c'est pas sûr. Donc, en gros, la question de fond, c'est que peut-être c'est utiliser la lutte pour le retour pour le départ des militaires, mais au fond, c'est une lutte pour la survie, une lutte pour les conditions de travail et de vie des millions d'ouvriers et d'ouvrières, des paysans aussi, parce que les paysans font partie du mouvement, des minorités. Il faut dire un truc qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est un autre point important, c'est que les minorités ethniques au Myanmar sont très opprimées, comme on a vu avec les Rohingyas, qui ont subi un génocide de la part des militaires, est complètement passé sous silence par la même Aung San Suu Kyi. Donc, c'est ces questions-là, je pense, qui font que, de façon parfois contradictoire, parce que les ouvriers présentent une force très importante sociale, mais qui n'arrivent pas pour l'instant à dépasser cette direction bourgeoise, mais qu'au fond, rien ne dit, rien ne garantit que la Ligue nationale pour la démocratie et Aung San Suu Kyi vont arriver à contrôler le mouvement, à le dévier et même à lui imposer une défaite, le calmer, etc. Ça, c'est pas dit. C'est pas dit non plus que les ouvriers, les ouvrières vont réussir à dépasser cette direction bourgeoise. Mais disons que la chose qu'on voit, et je pense qui fait peur aujourd'hui, et pas seulement aux classes dominantes, aux puissances internationales qui ont des intérêts au Myanmar, c'est que toute cette région, et ne parlons même pas de la Chine, mais toute cette région, elle est peuplée des millions et des millions de nouveaux ouvriers qui sont d'origine ruraux, paysans, et beaucoup de jeunes, et qui sont surexploités, mais très concentrés dans quelques usines et quelques secteurs, des milliers et des millions, des centaines de milliers d'ouvriers concentrés dans quelques villes de ces pays d'Asie du Sud-Est, dont certains, les États, les régimes, ne sont pas très forts, sont, disons, et les classes dominantes locales sont très faibles. Donc, le réveil, ce n'est pas mécanique, mais le réveil, ou en tout cas la résistance de la classe ouvrière au Myanmar, pourrait commencer à toucher, ce n'est pas garanti, mais pourrait commencer à toucher ou donner des idées aux travailleurs, travailleuses en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Indonésie, et même donner un peu, même si la situation est différente, mais donner un peu un encouragement aux paysans en Inde qui se trouvent en lutte en ce moment aussi. Merci. Mais du coup, pour peut-être une dernière question, qu'est-ce qui justement empêcherait la classe ouvrière du Myanmar et d'aller plus loin? Quelles seraient les limites qui empêcheraient la classe ouvrière qui s'organise aujourd'hui de déclencher un mouvement contre les classes dominantes locales? Oui, le mouvement, il est en quelque sorte contre une partie, même si ce n'est pas consciemment formulé comme ça, contre une partie des classes dominantes locales. Mais l'obstacle principal, c'est le truc que je disais, c'est la question de la direction du mouvement qui veut limiter le mouvement à la question de la démocratie formelle. En plus, même pas une démocratie radicale, complète, même dans toutes les limites qui pourraient être même dans le cadre d'un régime du système capitaliste. C'est-à-dire que ce n'est même pas une démocratie radicale qui est proposée par la Ligue nationale pour la démocratie. C'est une démocratie, un régime qui s'appelle démocratique ou des transitions vers la démocratie, mais qui a, pendant toutes ces années, négocié et concilié avec
les militaires au point de laisser, même si c'est vrai que c'est une constitution qui a été votée en 2008 avant qu'ils arrivent au pouvoir, mais qui quand même a conservé ces 25% des sièges contrôlés par des militaires, non élus, contrôlés par des militaires au Parlement. Et en même temps, la question de la répression des minorités, et que ce gouvernement aussi, les démocratiques ont permis au point de laisser ou faire complet silence ou voire être complice d'un génocide contre les Rohingyas musulmans. Et en même temps, la question de comment ils ont permis pendant toutes ces années aux multinationales et aux patrons locaux de surexploiter cette classe ouvrière composée en grande partie par des jeunes femmes, très jeunes femmes, parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas se révolter. Parce qu'ils pensaient que des jeunes femmes n'allaient pas être capables de s'organiser en syndicats et mener des grèves. Et c'est là où ils se trompent. Mais c'est ça la puissance qu'il y a, potentielle puissance qu'il y a de la part de cette classe ouvrière, mais qu'elle n'a pas pour l'instant une direction politique alternative au parti de Aung San Suu Kyi. C'est ça le grand problème qu'il a. Il n'a pas une politique alternative aux militaires. Et surtout dans le mouvement, on voit aussi certaines pancartes, mais sûrement ça, c'est aussi issu et là, c'est là où on voit l'influence idéologique du parti d'Aung San Suu Kyi, qui demande l'intervention des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU. Comme si ces puissances impérialistes et ces institutions créées par ces puissances impérialistes allaient apporter quelque chose de bon pour les classes populaires au Myanmar. Au contraire, tout au contraire, ils vont continuer l'exploitation. Et si les militaires les arrangeaient, ils les laisseraient tranquilles, comme ils font partout dans toute une série de pays ailleurs. Donc, comme ils font d'ailleurs, pour ne pas aller très loin, à côté, en Thaïlande, où il y a une junte militaire et soutenue et alliée importante des États-Unis dans la région. Donc, le grand problème et le grand obstacle qu'ont aujourd'hui les classes populaires et les travailleurs dans ce mouvement, c'est que leur force sociale énorme est pour l'instant limitée par une direction qui est complètement bourgeoise et qui limite les revendications à une sorte d'une démocratie. C'est important de lutter contre la junte militaire, c'est clair, mais les ouvrières ont potentiellement, ils ont la force d'aller bien plus loin. Ils ne peuvent pas s'arrêter juste à des questions de démocratie, mais il s'agit aussi de remettre en cause l'exploitation, la surexploitation. Et voilà. Et pour finir, non, parce que je pense que on le voit de loin et que beaucoup de ces marques, c'est les marques qu'on voit tous dans les magasins et tous les jours quand on sort dans la rue ici, dans les pays occidentaux, en France et partout ailleurs, dans les pays impérialistes. Et je pense que de ce point de vue, ici, on a le devoir plus que moral, mais de soutenir les travailleurs dans cette lutte et aussi de dénoncer la rapacité, l'exploitation des multinationales qui viennent d'ici, des pays soi-disant démocratiques où la liberté, etc. Mais ces mêmes patrons, ces mêmes entreprises qui viennent d'ici, qui vont surexploiter des jeunes femmes, des jeunes hommes dans d'autres pays pour assurer leur profit. Et en soutenant des dictatures, en soutenant de la répression policière, judiciaire, quand ces travailleurs et travailleuses lèvent la tête. Donc, je pense que c'est ça le message qu'on peut dire d'ici, malgré les limites qu'il y a, qui sont réelles, qu'on vient de mentionner dans le mouvement, mais voilà, qui reste quand même un mouvement très important à suivre et très encourageant dans une situation compliquée au niveau international. Merci. Peut-être en conclusion, est-ce que tu peux donner un peu
là, l'actualisation de la situation en ce moment, quelles perspectives il y a? Tous les jours, il y a de nouvelles actualités au Myanmar sur des mobilisations, des images assez impressionnantes. Là, quelles sont les perspectives aujourd'hui de la situation? Oui, non, ces derniers jours, il y avait la mobilisation avait faibli un peu. Bah, ça avait l'air de faiblir un peu par le nombre de manifestants et tout, mais hier, il y a eu une énorme manifestation, énorme manifestation à Rangoon. Et par exemple, partout dans le pays, notamment à Rangoon, on a vu les images, c'était des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, on ne peut pas savoir, mais il y avait beaucoup de monde dans les images, on les su voir. Il y a eu un sursaut de la mobilisation, mais aussi il y a eu un sursaut de la répression, même si pour l'instant les militaires essayent de ne pas se livrer à une répression sanglante. Et, il y a quand même de plus en plus des images de répression des manifestations, mais aussi des images énormes de participation dans les manifestations. Il y a de plus en plus de secteurs de travailleurs qui rentrent dans la lutte. Et aussi, hier, on a vu des images intéressantes des automobilistes qui ont tout simplement arrêté leur voiture au milieu des autoroutes, des avenues, des ponts, etc., des accès vers la ville de Rangoon pour empêcher, d'une part, que les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas encore au mouvement, soit par peur, soit parce qu'ils ne peuvent pas, etc., puissent ne pas aller travailler, d'une part, et deux, pour empêcher que les camions de l'armée puissent rentrer dans le centre-ville de nos centres-villes et réprimer plus fort encore les manifestants. Donc, pour l'instant, la situation elle est comme ça. On est dans des jours, ça fait déjà 3 semaines, je crois, en tout cas, autour de 3 semaines qu'il y a cette mobilisation. Et pour l'instant, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Il n'y a pas de résolution en vue facile. Et même si le mouvement il s'essouffle et que les militaires arrivent à imposer leur pouvoir pendant un temps, ils vont l'imposer sur une population qui n'est pas restée passive, mais une population qui conteste profondément le pouvoir militaire et donc une population qui ne sera pas facile à gouverner et qui pourrait à nouveau ressortir dans la rue où des ouvrières et des ouvriers ne vont pas accepter de se taire dans les usines aussi. Voilà, la situation Myanmar, tout à coup, peut devenir, d'un point de vue de la lutte des classes, de la crise politique et sociale, peut devenir explosive la situation. Et donc c'est intéressant, mais en même temps rempli des dangers pour les travailleurs, les classes populaires, sinon ne sont pas capables, que je le répète, de rompre avec la direction bourgeoise de Aung San Suu Kyi. Ils vont se trouver dans une impasse, malheureusement. Bon, bah, je pense que, je sais pas si tu as un dernier mot à dire, mais je pense que sinon on peut en arrêter là. Je vous invite merci d'avoir regardé. Je vous invite à aller lire sur Révolution Permanente les nombreux articles qu'on a écrits récemment, notamment l'interview de l'anthropologue qu'a fait Philippe, spécialiste de la classe ouvrière en Birmanie. Et puis, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les prochaines vidéos de la Minute Internationale. Merci à tous. Au revoir.